RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 9h11, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous, peut-être venez-vous de nous rejoindre. Eh bien, sachez que jusqu'à 10h, c'est notre rendez-vous maison. Après, nous enchaînerons avec les GG du sport, bien sûr, comme chaque samedi et dimanche. Christian, oui, attention, allô. Oui, allô, évidemment, ça c'est, on peut le dire parce qu'effectivement, c'est un vrai problème en ce moment. Ouais. Alors, l'eau dans la maison, indésirable, je dirais, eh bien, on peut l'avoir tout simplement parce qu'il y a une fuite dans l'habitation. Des fois, c'est le voisin du dessus qui a oublié d'arrêter l'eau dans le remplissage de sa baignoire, ou une fuite dans les WC, des choses comme ça. Et puis, donc, l'eau, c'est aussi malheureusement la conséquence de brutales intempéries comme on en a connu récemment. Donc là, on a même dans la région du Gard, Montpellier, on a des épisodes pluvieux, comme on dit, oui, qui posent en plus un problème spécifique, qui est la brutalité de l'arrivée de l'eau. Parce que dans certaines régions, on avait la Bretagne l'an passé ou en début d'année, et là, c'est une arrivée progressive de l'eau. Mmh. On peut réagir. Lorsqu'il y a des crues brutales, les rivières qui débordent, l'effet de chasse, comme on dit dans certaines rivières ou fleuves méditerranéens, eh bien évidemment, on a une arrivée brutale de l'eau avec ses conséquences. Alors on peut se demander comment on peut lutter contre cela, quoi faire quand on a un dégât des eaux important, quoi faire lorsqu'il y a une crue, comment être indemnisé. On va voir tout cela ce matin avec nos invités. Nous avons en studio Yasminka Marcourt, qui est formatrice, co-responsable de l'association Calistine, qui est spécialisée dans le conseil pour la décontamination, la rénovation, le nettoyage de ces locaux. Bonjour. Bonjour. Alors bien sûr, durant cette heure, eh bien vous pourrez poser vos questions à Christian Pesset, bien sûr, et à nos invités. Profitez-en, vous avez été victime d'inondations, de dégâts des eaux, vous voulez témoigner, vous avez peut-être aussi envie de justement refaire des travaux suite à ces inondations. N'hésitez pas, appelez-nous. 3216, maison@rmc.fr, et n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. Alors j'évoquais la brutalité parfois de l'arrivée de l'eau, et puis souvent l'eau arrive, on ne s'en rend pas compte, on est à l'étage et on descend le matin, on se retrouve avec 15 cm d'eau dans la salle à manger. C'est assez désagréable et il y a peut-être moyen, malgré tout, d'être prévenu lorsque l'eau commence à arriver. Et nous avons en ligne Céline Pigeon, qui est responsable marketing domotique et sécurité chez Somfy, et qui va nous dire qu'il existe des détecteurs d'inondation qui peuvent être couplés à un système d'alarme. Bonjour. Céline Pigeon. Bonjour. Alors ces détecteurs, c'est pas nouveau parce que ça existait depuis longtemps, mais essentiellement associés à la machine à laver, la vaisselle ou le linge. C'était des systèmes ce sont des systèmes qui existent toujours, anti-débordement en quelque sorte. Mais là, c'est quoi ces détecteurs d'inondation? Comment ça marche? Alors en fait, un détecteur d'inondation, c'est un dispositif de prévention contre les dégâts des eaux ou les inondations. Oui. Et ils ont pour objectif de détecter très rapidement toute présence anormale d'eau dans une maison ou un appartement et de prévenir l'occupant. Alors concrètement, c'est fait comment ? Alors c'est fait, il y a deux types de détecteurs en fait. Un premier type de détecteur qu'on appelle autonome, c'est un boîtier tout simplement qu'on va poser. Un peu comme un détecteur de fumée quoi, mais pour l'eau. C'est pas tout à fait comme un détecteur de fumée, mais l'objectif est un peu le même, c'est-à-dire celui d'alerter les occupants. Donc on a un petit boîtier qui se pose par terre, dans lequel le détecteur, la sirène et la sonde sont intégrés. Et en fait, dès que le liquide s'introduit dans le boîtier, le système est actionné et une alarme retentit dans la maison. D'accord, mais si vous avez une alarme, pardonnez-moi l'expression, mais qui gueule dans la cave et que vous êtes au premier étage, vous avez peu de chances de l'entendre, non? Alors exactement, c'est pour ça que ce type de détecteur n'est pas forcément celui qu'on va recommander. Ce qu'on recommande, ce sont plutôt des détecteurs qui sont inclus dans un système plus global de sécurité à la maison, un système d'alarme. C'est l'offre que propose Somfy, et en fait, dès que le niveau commence à monter dans la pièce et qu'il atteint la sonde du détecteur, un signal est donné à la centrale d'alarme, et du coup, la sirène va se déclencher dans la maison, mais aussi, et j'allais dire surtout, le système va envoyer un SMS au propriétaire de l'alarme.
qui peut, du coup, être averti et réagir immédiatement pour prendre les précautions nécessaires. Donc, alors, quand vous dites s'il est à l'étage, s'il est chez des amis, s'il est en vacances, il va pouvoir intervenir très rapidement pour protéger sa maison. Ou faire intervenir, quoi, parce que s'il est à l'autre bout de la France, un peu compliqué. Mais il aura au moins l'information, quoi. Il pourra faire intervenir éventuellement un service d'urgence. Est-ce que c'est pas, Christian, est-ce que c'est pas un peu trop tard déjà lorsqu'on a cette information? C'est pas trop tard, c'est évidemment tard, mais j'allais dire vieux motard que j'aimais, hein, comme il vaut mieux malgré tout savoir que ça commence à monter et réagir en allant chercher. Si vous avez une cave et que l'eau commence à se remplir, vous avez éventuellement la possibilité de mettre une pompe en marche. Le mieux, ça sera encore qu'elle soit à détection automatique. Hein, Yasminska. Oui, justement, il vaut mieux commencer à évacuer l'eau très rapidement plutôt que d'attendre que ça atteigne 1 mètre, parce qu'à ce moment-là, on a des problèmes de pression sur les bâtiments. Oui, il faut faire ça attention, malgré tout, il faut faire attention justement aux dangers que cela peut aussi impliquer, hein, le fait si vous parliez tout à l'heure des crues qui peuvent arriver très très vite et le niveau de l'eau monter très très vite. Oui. Il faut pas aussi qu'on se retrouve piégé par exemple. Alors, Céline, ce détecteur là, il est quand même lié, j'imagine, à une box. Alors, il est lié effectivement à un système d'alarme. Oui, parce que il faut quand même aussi que s'il y a de l'eau, ça disjoncte. Est-ce que ça ne met pas à out votre détecteur? Alors non, parce que les systèmes d'alarme ont des batteries de secours qui ont une autonomie de 3 mois. Donc ça permet d'être alerté même si il n'y a plus de courant dans la maison. D'accord. Et ça coûte combien par rapport en complément, je dirais, de vos systèmes? Alors, les détecteurs ont un prix variable. On en trouve entre 50 et 200 euros en fonction de la marque et de leur fonctionnalité. D'accord. Et c'est facile à installer puisque c'est sans fil. Alors c'est très facile à installer. En fait, vous avez simplement à placer le détecteur d'inondation à même le sol, dans les pièces où il y a des risques de fuite importants. C'est pas directement sur le sol, si? Alors la sonde, le système est composé de 2 éléments en fait. La sonde externe qui va déclencher l'alerte dès que le niveau d'eau va monter, elle est placée à même le sol. D'accord. Et ensuite vous avez un émetteur radio qui va envoyer l'alerte, qui lui est fixé au mur à peu près 1 mètre au-dessus du niveau du sol. Très bien. Merci beaucoup, Céline Pigeon. Je rappelle, vous êtes responsable marketing de Motique et Sécurité chez Somfy. Merci beaucoup. Alors là, on évoque Somfy, mais bien évidemment, il existe d'autres systèmes équivalents chez d'autres marques. C'est ce qu'on appelle la maison connectée qui est véritablement maintenant en train de s'installer. 9h19, on revient dans un instant. Christian, on poursuit. Un spécial inondation, l'eau dans la maison, comment la combattre, comment prévenir aussi les dégâts des eaux et les inondations. N'hésitez pas à appeler nous pour poser vos questions. 3216 ou maison@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Le week-end des experts, la maison. Je vous rappelle qu'il y a toujours cette caisse à outils que nous vous offrons, qui peut, alors je ne sais pas si elle a beaucoup d'utilité quand on est victime d'inondation. Oui, si, elle a beaucoup d'utilité. Je veux dire pourquoi, c'est que très souvent, lorsqu'on commence à vouloir fermer un robinet qu'on n'a pas manœuvré depuis 15 ans, eh bien, pour la vanne principale, par exemple, et ou lorsqu'on descend dans la cave d'un immeuble, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, et qu'on se retrouve avec des robinets à potence de 10 cm, c'est-à-dire d'énormes trucs, et qu'on veut les toujours mener à la main, on n'y arrive pas. Donc là, il vous faut un certain nombre d'outils, et notamment, il y a plus que la pince multiprise, en faisant très attention, c'est-à-dire en y allant progressivement. Si on a un peu de dégrippant, on en profite pour en mettre, parce que sinon, si on force, eh ben là, c'est souvent la run d'arrêt qui pète, pardonnez-moi l'expression, et là, c'est l'horreur, parce que il y a plus de sécurité. Au-delà, il faut aller donc au compteur d'eau directement dans la rue, souvent. Et à Paris, par exemple, c'est pas simple. Alors, pour remporter cette caisse à outils, c'est très simple. Vous nous envoyez par SMS dès maintenant le mot maison au 7 32 16. Maison par SMS au 7 32 16. Bonne chance. Alors, la problématique, évidemment, on vient de la voir, c'est-à-dire on sait qu'il y a un début d'inondation, et souvent il y a quand même des choses à faire, ou lorsqu'on est informé d'un événement de ce type, d'un événement de type crue ou climatique, eh bien, pour lutter contre les inondations, il existe des barrières anti-inondation, et nous avons avec nous, qui nous attend au téléphone, Pierre Boris, qui va pouvoir
voir, qui est un grand spécialiste de la question, avec, je crois, la société Sécurité Confort, qui sait très bien ce que sont ces barrières. Bonjour, Monsieur Bory. Bonjour Monsieur PC, je vous remercie de me donner la parole, mais surtout j'ai une pensée pour tous les gardois qui ce week-end encore vont nettoyer leur maison, et étant gardois moi-même, puisque nous sommes basés à Villeneuve-les-Avignon dans le Gard, nous avons des amis aussi qui sont dans le besoin ce week-end. Eh oui, tout à fait, nous aussi on pense à eux, et j'imagine que beaucoup doivent nous écouter avec attention ce matin. Alors, c'est quoi une barrière anti-inondation? Ça se met pas en place, j'imagine, au dernier moment, il faut quand même quelques travaux. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche déjà, tout simplement? Alors vous avez deux systèmes de barrières anti-inondation. Vous en avez avec des rails que vous avez vus déjà devant certaines portes, et après on met des bâtards d'eau à l'intérieur. Oui. Des bâtards d'eau, ça veut dire des panneaux, quoi. Oui, tout à fait, des panneaux. Et vous avez le système aussi avec un grille-coteau qui va aller écraser une housse néoprène sur les montants de votre porte, qui ne dégrade pas sur l'esthétique des portes. D'accord. Alors ça, ce type d'équipement, dans un cas, il faut quand même préparer puisqu'il faut poser les rails. Dans l'autre, ça peut s'utiliser rapidement. Mais dans quel délai? C'est-à-dire, si j'ai déjà 10 cm d'eau, est-ce que ça vaut le coup de mettre une barrière pour empêcher que ça monte plus, ou bien c'est fichu et il faut vraiment les mettre en place avant l'arrivée de l'eau? Il faut les mettre en place avant. D'accord. Donc dès qu'on en est informé, ou peut-être au premier filet d'eau, il faut tout de suite les mettre en place. Oui, les gens qui habitent dans des zones sensibles sont déjà alertés par la préfecture, parce que vous avez souvent des systèmes de téléphonie, et puis dès que le moment où ils sont alertés, ils mettent le produit en place et ils sont en sécurité. Après, ils ont tout le temps de vérifier la montée des eaux et de mettre en sécurité leurs biens et les personnes surtout. Alors attention, est-ce que il n'y a pas un risque aussi de pression sur les murs? Je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur montent vos barrières, mais est-ce que si on a une maison qui est un peu fragilisée, est-ce qu'on risque pas de prendre le toit sur la tête en laissant l'eau monter à 1 mètre avec une barrière? Tout à fait. Ça, c'est un détail que nous soulignons à tous nos prospects. Nous, nos barrières font 68 de haut, tout simplement pour pouvoir les enjamber s'il faut qu'ils sortent de leur maison. Ah oui, parce que faut pas être emmuré dans sa baraque inondée, quoi. C'est déjà arrivé, malheureusement, des gens qui avaient fermé la porte, l'eau est montée des deux côtés et la personne est décédée. Oh là là. Il faut pouvoir sortir. La barrière anti-inondation est à l'inondation ce que l'extincteur est à l'incendie. Eh oui, c'est pas les pompiers, quoi. Voilà. On protège, on met en sécurité, et sinon on se sauve. Yasmine Camarcourt, vous voulez dire quelque chose là? Oui, je voulais dire que dans le cas d'inondation, après ça dépend de quel type d'inondation on va avoir à faire. Tout à fait. Parce qu'on a deux façons d'agir. Soit on résiste, soit on laisse rentrer. Voilà. Et en fonction de ce qui est annoncé, eh bien évidemment ces barrières... Alors quand est-ce que je laisse entrer, quand est-ce que je résiste? Alors je pense que on laisse rentrer quand ça va être quelque chose d'assez violent, qui va monter très très rapidement, très vite. Par contre, quand l'eau va monter très lentement et que c'est annoncé, donc à ce moment-là, on peut résister. C'est vraiment très très important, je pense, de réfléchir à ça avant. Il y a aussi la largeur des ouvertures, parce que j'imagine que c'est pas la même chose lorsqu'on a une porte de garage ou lorsqu'on a une porte d'office. Tout à fait, il y a des largeurs différentes, mais aussi après il y a un coût économique. Et moi je préconise toujours de protéger un lieu de vie qu'un garage. Car au rapport prix et risque, je préfère que la maison, la cuisine, les chambres soient bien protégées. Le garage, ce sont des biens matériels. Parce que sinon, les gens souvent refusent de s'équiper parce que le coût d'équipement d'un garage est trop élevé. C'est sûr. Votre produit, ça s'appelle Floodgate, c'est ça? Floodgate. Comment ça s'écrit? FLOODGAT.fr. Ok. Voilà. Merci. Super Biorès. On revient dans un instant. Nous aurons dans un instant Olivier aussi. Après la météo, les infos. Il a des fuites dans son sous-sol lors des grosses pluies. Bah justement, on évoquait tout cela. On va en parler dans un instant avec lui. Comment on peut l'aider. Puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous joindre. 3216 pour ce rendez-vous maison ou maison@rmc.fr. À tout de suite. Christian, attention. Il est temps de trouver une petite question flash. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question d'Albert. Nous venons d'acheter une maison et nous voudrions refaire toutes les peintures, nous dit Albert. Que
que pensez-vous des pistolets à peinture miracle qu'on nous propose dans les émissions de téléachat? Sont-ils aussi faciles à utiliser qu'on le montre? Alors oui, ce sont des. C'est vrai que quand on voit ces émissions de téléachat, on se dit c'est génial. Ce sont ce qu'on appelle des stations de peinture. Alors ça permet effectivement ce bon résultat. Alors non, on n'y arrive pas aussi facilement qu'on le voit à la télé, tout simplement parce qu'il faut avoir le tour de main pour le bon faire, geste. Le bon geste. Et ce sont des démonstrateurs habiles qui ne font que ça et qui donc savent très bien utiliser ce type de matériel. Alors tout d'abord, je dirais, pour y arriver, il faut privilégier les pistolets basse pression avec compresseur séparé. Les petits pistolets ordinaires électriques, je dirais, c'est pas mal, mais c'est pour des petites surfaces. Il faut opter pour ce qu'on appelle une station HVLP. Alors c'est haut volume d'air à basse pression. L'air est légèrement chauffé en plus, ce qui permet d'une part un séchage rapide, mais une meilleure projection de la peinture. Et puis pour réussir, il faut une bonne peinture. Ça reste la clé de la réussite. Ne pas lésiner sur le prix parce qu'une bonne peinture, c'est toujours cher. Et puis après, il faut avoir le bon geste. Alors le bon geste, c'est quoi? C'est travailler toujours avec le poignet bloqué. C'est-à-dire qu'on a toujours intérêt, on fait pivoter son pistolet. Et ça, c'est le mauvais geste. Il faut bouger le bras, en fait. Alors, il faut bouger le bras. Il faut rester bien parallèle. Donc, au mur, il faut faire une première passe. C'est horizontal, c'est pas vertical. D'abord horizontal et ensuite on repasse vertical. Et on change à ce moment-là le réglage de la buse pour pouvoir justement peindre dans les meilleures conditions. Et on a un résultat parfait dans Le ces résultat conditions. est tout à fait excellent. La peinture doit être aussi correctement diluée. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 10h25, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison. Et jusqu'à 10h, on répond à toutes vos questions bricolage maison déco. Et plus particulièrement, on évoque ce matin les inondations, les dégâts des eaux. Donc allez-y, 3216, n'hésitez pas à nous appeler. Tout à fait, on est avec en studio Yasminka Marcourt, qui est formatrice et co-responsable de l'association Calicine. Elle nous dira tout à l'heure ce que c'est. On a Olivier qui nous attend au 3216. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. On vous écoute. Je vous appelle. Moi, j'ai une maison depuis 2 ans. Donc, c'est une maison de 1930 en briques. Oui. Et j'ai un sous-sol enterré sur une partie sur lequel j'ai des fuites d'eau lors de grosses pluies qui passent à travers le mur. Alors, qui passe à travers le mur? Voilà, qui passe à travers le mur. De la partie enterrée ou de la partie aérienne? De la partie enterrée. Comme des petites rigoles d'eau, comme si on avait ouvert des petits conduits. Donc au début, quand on a acheté la maison, ça ne le faisait pas trop. Et puis l'hiver dernier, sur les grosses pluies, ça commence à le faire un peu plus. Et il y a aussi beaucoup d'humidité ambiante quand on touche les murs. Évidemment. Yasminka, qu'est-ce qu'on peut dire là dans cette configuration et d'une façon générale lorsqu'il y a des infiltrations? D'une façon générale, là dans ce cas-là, ça peut être différentes causes qui provoquent ça. Et la première chose, c'est de faire une recherche de fuite. Tant qu'on n'a pas fait de recherche de fuite valable, on ne peut pas résoudre le problème. Donc, que veut dire recherche de fuite? Ça peut être une descente qui est bouchée, ça peut être une infiltration, ça peut être un défaut d'étanchéité autour de la maison, ça peut être aussi, par exemple, de la terre qu'on a rajoutée pour faire un petit parterre, par exemple, et qui va générer lors des pluies ce genre d'humidité. Peut-être en élément, en fait, on est dans une petite rue avec plusieurs maisons identiques et on n'est pas les seuls à avoir eu des problèmes d'eau. On s'est renseigné un petit peu. Il y a beaucoup de maisons qui ont eu des problèmes avec des fuites d'eau, donc qui ont pu faire des travaux plus ou moins lourds. Alors là, il faut que effectivement, peut-être vous pouvez vous réunir collectivement pour essayer de faire une véritable recherche de fuite. Il y a aussi la possibilité de faire un cuvelage, non? C'est-à-dire carrément de mettre une boîte étanche dans la maison, non? Oui, ça existe. Mais enfin, il faut quand même savoir que l'eau passe partout. Oui. Elle trouve toujours son chemin. Et la meilleure des choses, d'abord, c'est d'appeler un professionnel pour faire une vraie recherche de fuite. Voilà, ça, je crois que c'est primordial. Yasminka, quels sont les premiers gestes à faire lorsqu'on a eu une inondation, lorsque l'eau s'est retirée? C'est quoi la notion de décontamination?
Voilà, donc lorsque l'eau s'est retirée, il faut d'abord déterminer à quel type d'eau on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à une eau claire, c'est-à-dire qui vient d'une rupture de canalisation, ou est-ce qu'on a un débordement d'égout, ou bien une rivière qui est sortie de son lit. Avec de la boue, quoi. Voilà, avec de la boue, ce qu'on a vu. Dans ce cas-là, la première des choses, c'est vraiment une question sanitaire au départ. C'est d'abord, il faut se protéger. Il faudrait avoir des masques et des gants. Oui, tout à fait, parce que et des bottes, évidemment, ou bien avoir même des combinaisons de pêcheurs. C'est bien pratique dans ce cas-là. Mais d'abord, problème de protection de la personne, donc masque, gants, etc. Ensuite, oui, parce qu'en fait, on peut se faire contaminer par des. Tout à fait, parce qu'on ne sait pas ce qui est charrié, par toutes ces boues. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, on a la solidarité qui va se mettre en place, qui va aider. On va venir aider les gens à évacuer les boues. Mais des fois, on va faire plus de catastrophes que... Voilà, on peut faire plus de catastrophes qu'autre chose. Donc, tout ce que je disais tout à l'heure, si vous avez votre sous-sol qui est inondé, si on a 20, 30, 40 centimètres, vous pouvez pomper. S'il y a plus d'un mètre, il vaut mieux le faire, vous pompez 20, 30 centimètres une journée, vous attendez 24 heures et vous recommencez. Pourquoi ça pour ne pas affaiblir la construction? Tout à fait, pour ne pas affaiblir, parce que si vous avez à côté de votre maison de la terre qui, elle, est complètement inondée et mouillée, ça va exercer une pression sur les murs. Donc il faut faire très attention à ça. On évoquait tout à l'heure en antenne le problème des papiers. J'ai été très intéressé. Les papiers sont mouillés, tous vos documents sont trempés. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand vos documents sont trempés, si vous avez de la boue sur ces documents, la première chose, vous rincez à l'eau claire très légèrement, pas à haute pression évidemment. Et ensuite, vous trouvez très vite un congélateur et vous congelez vos archives. Tiens. Parce que lorsque vous congelez les documents, les archives, ce qui va se passer, c'est que vous bloquez la situation. Vous allez éviter une prolifération des moisissures et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors un particulier, lui, il va trouver dans sa famille des gens qui vont lui prêter leur congélateur, mais le gros problème, c'est les professionnels, parce que vous avez toutes les archives de votre entreprise, tout ce dont vous avez besoin pour redémarrer, et ça, si vous ne l'avez pas, l'entreprise, la survie de l'entreprise est mise en cause. Et donc à ce moment-là, il y a des professionnels vraiment dont le rôle est de sécher les archives. Donc génial, ils les emmènent. On les congèle très souvent à l'azote liquide de façon à ce que ce soit congelé très vite, en 5 minutes. Ensuite, on les stocke. Et on va les traiter, et on a différentes manières de les traiter. Mais par exemple, typiquement, là, voilà, je suis victime d'inondation, j'ai des papiers qui sont trempés, je les mets au congélateur, mais après, pour les décongeler, qu'est-ce que je fais? On prend un spécialiste, on appelle un spécialiste. On est obligé d'appeler un spécialiste ou... Alors, pour des gros volumes d'archives, oui. Après, si chez vous, vous avez rassemblé vos documents, vous les mettez dans votre congélateur, et lorsque le temps est plus sec, etc., et que vous avez, plus clément, qu'il y a un beau soleil, qu'il y a du vent, vous pouvez les faire sécher. Donc, vous les décollez en fait très facilement. La seule chose qui ne va pas, c'est les papiers glacés. Ah oui. Voilà. Et pourtant, ils sont congelés. Mais alors, ils sont glacés. Évidemment. Alors il y a un gros problème. Toutes les maisons aujourd'hui ont des doublages en plaques de plâtre, et c'est vraiment ce problème, c'est l'humidification de ces plaques de plâtre. On a Catherine Leroux avec nous, qui est responsable d'assistance client chez Placo. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ça a été le placo, la plaque de plâtre a été mouillée. On fait quoi? Alors, ça dépend de l'importance de l'humidification, de sa durée. Selon les cas, on va être obligé soit de remplacer totalement, soit on pourra éventuellement garder une partie des plaques. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper au-dessus de la partie humide? Voilà, c'est ça. Si on n'a pas du tout de laine minérale, et si on a par exemple des doublages avec du polystyrène, on pourra garder les parties non abîmées et les remplacer. Mais si on a de la laine de verre derrière, c'est mort, non? Il est tout à fait préférable il faut l'enlever. Il faut tout enlever et tout remplacer dans ce cas-là. D'accord. Surtout que, alors à plus forte raison si c'est collé. Si c'est sur ossature, on peut facilement démonter, mais si une partie peut-être, mais si c'est collé, tout va venir, non? Non,
quand c'est collé, quand il s'agit de doublage avec du polystyrène, la partie qui n'a pas été humidifiée peut rester en place. Elle ne va pas être altérée. Yasminka, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous vois un petit peu dubitative. Non, je suis dans les grandes lignes, je suis d'accord. Sauf que lorsqu'on a une inondation qui est de faible importance, c'est-à-dire qui va monter sur 10-15 cm, et lorsqu'on intervient très rapidement, un très bon assèchement peut sécher aussi les laines minérales. Mais évidemment, si on a de la boue qui s'est infiltrée, là, on enlève. Hein. Oui, mais alors, Catherine Lerousse, c'est clair que si la laine de verre est mouillée, elle perd toute efficacité. Donc, il faut vraiment à ce moment-là enlever la plaque et sécher, par exemple, je sais pas, avec des déshumidificateurs. Oui, tout à fait. Avant tout travaux, avant toute intervention, il faut absolument tout sécher et utiliser des déshumidificateurs pour retrouver une paroi complètement saine. Oui, on utilise des déshumidificateurs, mais seulement ce qui est très très important et ce qu'on oublie très souvent, c'est la ventilation ou la surpression. C'est-à-dire que si on a déshabillé une partie du mur et qu'on n'a pas tout enlevé, donc on va avoir des doublages, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire, on va carotter, on va faire des trous où on va utiliser les prises de façon à faire circuler l'air à l'intérieur des doublages et être sûr que c'est sec. Et une fois que ça c'est terminé, une des choses les plus importantes, c'est la mesure. Comment sait-on si c'est sec? Voilà, on prend quoi là? Alors, on doit prendre, il y a différents appareils et il y a entre autres un humitest à boule capacitive, c'est-à-dire on ne fait pas du destructif et on va trouver l'humidité à 4 cm derrière les murs. Donc à ce moment-là, il y a des petits picots, non? Pas les petits picots. Les petits picots, bon, ça peut fonctionner, ça fonctionne surtout sur le bois. Sur les enduits. Les enduits, mais alors on va à 1 ou 2 cm là où sont vos picots. Alors que les autres appareils vont aller chercher à 4 ou 5 cm. Ça c'est profondément. C'est pro, c'est tout à fait pro, oui. Merci Catherine Leroux de chez Placo. Laurence est avec nous, elle nous a appelé au 3216. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Mais vous êtes la bienvenue, on vous écoute. Alors voilà, je suis copropriétaire dans un immeuble de 1930 qui est sinistré par des dégâts des eaux d'origine privative et des parties communes. Nous avons besoin de rénover cette copropriété déjà d'une part par l'électricité et ensuite la cage d'escalier, mais on doit solutionner tous ces dégâts des eaux. Notre syndic nous propose un architecte qui serait en fait qui gérerait en fait l'ensemble des recherches de fuite. Or, un des membres du conseil syndical dit attention, nous n'avons pas besoin d'architecte, qui nous coûte à peu près 1500-2000 euros. Un simple plombier pourrait faire le travail. Alors, je vois effectivement Yasminka qui hoche la tête, mais horizontalement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une affaire de plombier, ça? Non, c'est pas une affaire de plombier. Voilà, c'est encore une fois une affaire de spécialiste, parce que des recherches des fuites telles que vous nous les décrivez, eh bien, ça veut dire qu'il y a certainement plusieurs fuites, et il faut savoir que dans un bâtiment, on répare une fuite et il y en a une deuxième qui se retrouve autre part. Alors, avec quoi on travaille là? Parce qu'il y a des détecteurs d'eau, de fuite. Il y a des méthodes de recherche de fuite qui sont extrêmement pointues. Il y a une méthodologie très précise à suivre et c'est pour ça qu'il faut des entreprises vraiment très spécialisées. C'est-à-dire, par exemple, on va déterminer est-ce que la fuite vient du toit ou pas. Est-ce qu'elle vient, par exemple, des cheminées. On va faire couler, par exemple, de l'eau colorée pour voir quel est son chemin. Comme ça, un peu comme pour retrouver les grottes là. Avec de la fluorescine. Parfois, on va arroser la toiture pendant 2-3 heures pour voir où vont être les infiltrations. On va également aller voir les réseaux. Mais est-ce que c'est le boulot d'un architecte? Pas davantage. Non, c'est le travail d'une société spécialisée en recherche de fuite. Voilà, je reviens chaque fois au même. Bien sûr. Une fois que ça c'est fait, après on fait intervenir une entreprise qui va sécher, qui va d'abord sécher pour être sûr, parce qu'on peut des fuites à répétition font que vos murs sont certainement saturés d'eau. Par exemple, on peut avoir des chapes qui aussi sont également saturées d'eau. D'accord. Voilà. On revient dans un instant, 9h46, c'est RMC, dernier round de notre rendez-vous maison. On va parler assurance aussi. Parfait, à tout de suite, on parle d'inondation et de dégâts des eaux, n'hésitez pas, 3216, c'est RMC. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
9h48, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Notez que dans quelques instants, on retrouvera les GG du sport, comme chaque samedi et dimanche matin. Christian, on termine notre rendez-vous de maison avec dégâts des eaux, inondations, et on va s'intéresser à l'assurance maintenant. L'assurance, parce qu'évidemment, une fois qu'il y a eu dégâts des eaux, il y a intervention de l'assurance, et nous avons avec nous, comme toujours lorsqu'il s'agit de ce type de problème, Philippe Lequeux-Sauvage, qui est spécialiste, porte-parole de la Fédération française des assureurs, on peut dire ça? Oui, tout à fait. Bonjour Philippe Lequeux-Sauvage. Alors, j'imagine que les dégâts des eaux, ça doit quand même, vous avez vous-même un cabinet, vous êtes un homme de terrain, ça doit occuper une bonne partie de votre temps, et c'est une bonne partie des sinistres, non? Oui, effectivement, surtout en zone urbaine où on a effectivement beaucoup de problèmes de dégâts des eaux, d'installations qui sont pas forcément toujours très bien entretenues, et donc ça constitue effectivement, notamment sur Paris, une grosse partie de nos sinistres. Alors il y a un délai toujours qui est normalement très court, je crois. C'est quoi? C'est une semaine entre le moment où vous détectez un dégât des eaux et on doit vous prévenir? Oui, alors effectivement, normalement, on insiste et on demande de prévenir son assureur dans un délai de 5 jours. Bon, 5 jours. Je vois que c'est pas toujours très pratique parce que vous en rendez pas forcément compte tout de suite, quand on a pu le voir. Des fois, ça met longtemps avant d'arriver. Donc là, les assureurs sont plutôt, je dirais, assez ouverts sur les délais. Ce qu'il faut, c'est effectivement prendre les mesures de sauvegarde et puis prévenir son assureur de manière à ce qu'il n'y ait pas de conséquences supplémentaires au fait qu'on déclare tardivement. Alors on a un auditeur qui nous attend, qui est Bilal. Bonjour Bilal. Bonjour. Oui, allô. Et vous, donc vous allez pouvoir poser votre question justement sur le sujet. On vous écoute. Oui, allô. Ma question elle est simple. En fait, j'habite dans une résidence à Lyon et j'ai un souci avec mon box en sous-sol qui est malheureusement dans les périodes de forte pluie souvent très inondé. Et quand je dis très inondé, c'est-à-dire que c'est une mini-piscine, quoi. Ah oui. Ça monte au moins à 10 vous plaignez pas, vous avez une piscine gratos. Avec le petit croupi, franchement, j'aimerais pas trop me baigner dedans. Et alors? Et en fait, le souci, c'est que, malheureusement, par rapport au garage, malheureusement, toute l'eau va dans mon box par rapport à la petite pente qu'il y a. Ouais. Et, mais alors, quelle est votre question par rapport à l'assurance? Oui, en fait, je sais pas vers qui me tourner. Est-ce que je dois me tourner directement vers la régie? Est-ce que je dois me tourner vers le propriétaire? Parce qu'en fait, apparemment, ils avaient réglé le problème une première fois. C'est vrai qu'il y a une période, il y avait plus trop de problèmes de ce type, mais là, depuis cet été, ça a recommencé et encore pire. Oui, alors donc vers l'assurance. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Philippe Lequeux-Sauvage, c'est un cas épineux, ça. Pas jouer les jésuites et puis repousser ça vers les autres. Ah oui, d'accord. Vous avez passé, vous l'avez battu en touche. Dans ce cas-là, on ne pourra pas faire grand-chose. Bon, on va l'indemniser peut-être une fois ou deux, voire gérer la procédure, mais c'est plus vers le propriétaire, voire vers le syndic si c'est une copropriété ou l'office d'HLM, de gérer ce genre de problèmes qui sont manifestement des problèmes récurrents et des problèmes de conception ou de construction. Oui, mais alors là, Bilal soulève un bon problème qui est là. C'est un cas vraiment extrême, celui de son garage, mais c'est aussi inquiétant dans un immeuble, lorsque vous êtes vous-même victime, par exemple, d'une vétusté des réseaux, notamment chez un voisin du dessus, il y a un moment où vous dites stop, on n'assure plus. On va effectivement indemniser une fois, 2 fois, 3 fois, et puis au-delà, on va quand même demander aux gens de faire le nécessaire. Il faut savoir qu'il y a quand même une obligation pour un propriétaire d'entretenir son bien. L'assureur est là effectivement pour intervenir quand il y a un pépin, mais il faut toujours qu'il y ait un aléa. Si l'aléa n'existe plus et qu'on est sûr et certain que tous les 2 mois on prend un dégât des eaux, l'assurance a plus à intervenir. C'est plus un problème d'assurance là. D'accord. On sera sur un problème de travaux à faire par le copropriétaire ou par l'immeuble. D'accord. Philippe, nous avons Claude au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Claude. Voilà, j'habite à Montpellier, j'ai une maison à Mont-de-Carnon qui a été abîmée par les intempéries. Oui. Cette maison a un toit plat, et par le toit plat, j'ai eu des infiltrations dans la maison qui ont abîmé mon plafond, tout ça. Et l'assurance refuse de s'occuper du toit plat, elle me dit que ça ne le concerne pas.
Philippe Le Sauvage, pourquoi un toit plat ne concernerait pas les assurances? C'est un appartement, c'est une maison. Alors attendez, ne parlez pas tous en même temps. Claude, vous vouliez terminer, on vous écoute. Il y a eu un décret de catastrophe naturelle qui a été déposé à la préfecture, mais elle me dit qu'il aurait fallu qu'il y ait un avis de tempête pour qu'elle prenne en charge le toit. Ah oui, catastrophe naturelle, c'est pas avis de tempête, c'est ça? Alors, Philippe Le Sauvage. Effectivement, donc l'arrêté de catastrophe naturelle, qui est une décision très spécifique, qui est prise par un arrêté interministériel, va définir une zone géographique bien précise, et va définir une date, et surtout va définir un type d'élément. Ça peut être des débordements de rivière, ça peut être des coulées de boue, comme on l'a eu très récemment là-bas, et je dois d'ailleurs faire remarquer que l'État a été très efficace, parce que les arrêtés sont sortis quelques jours après, alors que d'ordinaire on attend un certain nombre de semaines, mais ça ne va concerner effectivement que les débordements de cours d'eau, ça va concerner les coulées de boue, ce genre de choses. Là, c'est la pluie. Donc la pluie, c'est plus soit de la tempête, soit un problème de dégâts des eaux qui ne rentre pas forcément dans le cadre de l'arrêté de catastrophe naturelle. Et là, on est purement sur un arrêté, sur un problème de dégâts des eaux et de contrat, et non pas d'arrêté de catastrophe naturelle. Très bien, merci Philippe Le Sauvage, une fois de plus, vous avez été très clair. Merci aussi à Yasmine Camarcourt. Donc Calicine, c'est quoi? C'est une association de formation pour... Calicine est une association qui regroupe les professionnels qui travaillent après des sinistres, incendies, dégâts des eaux. D'accord. Pour en savoir plus, www.calicin, Cali comme la qualité, saint-sienne.eu. Voilà. Merci pour votre intervention. Merci. Christian, on se retrouve bien sûr samedi prochain, on sera là entre 8h et 10h sur RMC. Oui. Vous le savez, le bricolage, la maison, la déco, c'est chaque samedi sur RMC, 8h-10h.